Bien, merci, bonsoir à tous. Après cet exposé tout à fait remarquable sur le thorium, je vais éviter le sujet dans l'immédiat. J'y reviendrai peut-être tout à fait à la fin ou dans le débat. Moi, je vais repartir plus terre à terre sur la réalité actuelle. Hein. Donc la réalité actuelle, on a des réacteurs nucléaires qui produisent à travers le monde. On en a en France, on a en gros 63 gigawatts électriques de production de capacité nucléaire. Il y en a 360 dans le monde. On en construit de nouveaux, et je crois que là-dessus, on n'insiste jamais assez. Pour l'instant, on construit quand même des réacteurs avancés, de nouvelle génération, qui ont effectivement des capacités importantes et qui bénéficient de toute l'expérience des précédents. Et le fait que ces constructions soient en cours à travers le monde est important, mais surtout, ça traduit très clairement le fait qu'on est sur une nouvelle génération, on est sur ce qu'on appelle la troisième génération, c'est-à-dire finalement une nouvelle génération de systèmes qui apporte suffisamment d'avantages pour qu'on puisse envisager de l'utiliser pendant encore très longtemps. Le cycle est aussi une réalité industrielle. Je l'image rapidement, mais simplement pour rappeler qu'on parle beaucoup des réacteurs, mais les réacteurs, c'est une chose. Le cycle est un élément important. Et donc la réalité industrielle aujourd'hui, tout à fait claire, c'est qu'on est capable de recycler. On a parlé beaucoup précédemment du recyclage dans des réacteurs sur générateurs, on va y revenir, mais déjà le recyclage qui se fait aujourd'hui dans les réacteurs à eau est une réalité tout à fait importante. Alors où va-t-on avec tout ça? Quel scénario d'abord pour la France? On parle beaucoup de transition énergétique aujourd'hui. Moi, je ne sais toujours pas vers quel avenir, donc bon, on reviendra peut-être là-dessus, mais on peut toujours parler de transition. On a un objectif de passer de 75 à 50%, mais 50% de quoi, de combien, c'est pas non plus aujourd'hui quelque chose de très clair. Dans l'immédiat, pour les prochaines années, on arrête 2 réacteurs de 900 MW, si j'ai bien compris, et on en démarre un de 1600. Bon, si c'est le genre d'évolution qu'on doit faire dans les prochaines décennies, ça ne changera pas fondamentalement l'image de la situation. Donc, pour simplifier, dans les projections, les quelques projections que je fais plus loin, j'ai retenu l'hypothèse du maintien d'une capacité moyenne autour de 60 gigawatts d'ici 2050. Alors pour le monde, là aussi, l'évolution n'est pas facile à voir, pas facile à prédire. Elle évolue normalement, elle change sans arrêt. Bon, l'abandon de quelques réacteurs en Allemagne, ça c'est une chose. C'est surtout l'arrêt provisoire ou non d'une cinquantaine de réacteurs au Japon qui, pour l'instant, a contribué à changer assez notablement la situation, puisque ça ramène la capacité mondiale autour de 300 gigawatts. De ce que l'on entend de nos amis japonais, il est vraisemblable qu'ils repartiront lentement, mais qu'ils repartiront. Jusqu'où, à quelle cadence, etc. Tout ça, c'est des sujets ouverts. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse y répondre dans l'immédiat. Ceci étant, les autres prévisions mondiales revues après Fukushima, et surtout d'ailleurs après d'autres facteurs qui jouent de manière importante, la crise économique mondiale qui a limité les investissements, la mise en œuvre des sources non conventionnelles d'hydrocarbures, dont je ne sais pas si on reparlera aujourd'hui, mais en tout cas qui jouent un rôle fondamental dans l'évolution des paysages énergétiques aujourd'hui. Tout cela fait que, pour l'instant, les prévisions plus récentes sur l'évolution mondiale de la capacité nucléaire vous donnent au minimum un doublement d'ici 2050. Ce n'est pas une progression très forte, mais ça reste essentiellement lié à la croissance des parcs chinois et indiens. En effet, l'évolution en Europe, il n'est pas prévu d'évolution sensible en Europe compte tenu des plus et des moins. L'évolution aux États-Unis est complètement bloquée actuellement par cette affaire des sources d'hydrocarbures non conventionnels. Et donc, c'est vraiment l'Asie qui aujourd'hui peut seule, disons, influencer l'évolution. Et les chiffres donnés, les prévisions données par les autorités, aussi bien dans des pays comme la Chine ou l'Inde, sont assez prudentes, c'est-à-dire qu'en général, ils dépassent rarement 2025 ou 2030. Et donc, on projette de manière un peu arbitraire pour la suite. Ceci étant, il y a eu une réflexion sur un avenir durable pour le nucléaire qui a réellement débuté au tout début de ce siècle, en 2000, et qui a donné lieu à la naissance de ce concept de quatrième génération, un concept de système de production qui puisse assurer à long terme, effectivement, la source d'énergie. Je crois que le professeur Roubia a bien rappelé les limites des systèmes actuels, et les limites en particulier en termes de disponibilité, de capacité, de durée. Et donc, cette réflexion est partie des États-Unis, elle est partie sous forme d'échanges internationaux au début, suscités par les Américains, et qui ont débouché sur la création d'un véritable forum international, le Forum international Génération 4, qui regroupe maintenant
tous les pays ont un rôle dans le développement technologique nucléaire, à l'exception d'un seul, l'Inde, malheureusement, mais pour des raisons que vous comprenez bien, pour des raisons de politique et sécurité. Pour l'instant, il était exclu d'associer l'Inde à cette affaire, puisque l'Inde n'a pas signé le traité de non-prolifération. Donc, tous les autres pays qui jouent un rôle, comme vous pouvez le voir, dans la technologie nucléaire dans le monde, sont associés dans ce forum. Et cette réflexion, elle s'est portée tout de suite sur les grands défis de la durabilité du nucléaire. C'est-à-dire que tout en gardant des objectifs aussi ambitieux que précédents et aussi avec des avantages, des avancées possibles si nécessaire, c'est-à-dire les avancées sur l'économie, la sûreté, la sécurité, qui étaient déjà les objectifs majeurs de la troisième génération, qui le restent bien évidemment pour la suite. Mais on ajoutait finalement, au fond, 3 grands défis. Mieux utiliser l'uranium pour assurer, je dis la pérennité, en tout cas une très 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 longue durée de ressources. Brûler le plutonium, parce qu'il faut absolument éviter l'accumulation de ce produit qui a une forte valeur énergétique, mais qui en même temps est un produit dangereux au sens de la sécurité et qui effectivement a une très longue vie, donc est également un problème dans la gestion si on veut le traiter comme déchet. Et puis faciliter la gestion des déchets de manière plus générale en réduisant autant que possible tous les éléments à longue vie dans les stockages définitifs. Donc ça a été posé très clairement dès la création de ce forum international comme étant au fond les objectifs majeurs de la durabilité. Alors à côté de ça, on a mis d'autres objectifs intéressants pour le développement de systèmes de 4e génération et en particulier la capacité de pouvoir produire autre chose que de l'électricité, c'est-à-dire d'utiliser l'énergie, la chaleur produite de manière autre qu'à travers l'électricité, et en particulier en visant très spécifiquement la production d'hydrogène d'une part et le dessalement de l'eau de mer d'autre part. Mais finalement, aujourd'hui, je vais essentiellement parler, si vous le voulez bien, des objectifs de durabilité, et puis on pourra revenir, si vous le souhaitez, sur les autres aspects. Alors la ressource uranium, je crois qu'il faut bien voir 2 choses. La première, c'est que l'uranium est abondant sur Terre, il y en a beaucoup. On va parler tout de suite en milliards de tonnes, donc peu importe qu'il y en ait 1 milliard ou 5 milliards ou 10 milliards, ça ne changera rien au problème. De toute façon, si on brûle tout l'uranium, il est clair qu'on en a pour l'éternité. Donc c'est pas ça le problème. Ce qui est récupérable à faible coût restera limité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme le professeur Rouvier l'a dit, on a effectivement une grande partie de l'uranium qui est dans l'eau de mer, et celui qui est dans les roches ou dans les minéraux, d'une manière générale, il y en a une bonne partie qui est effectivement dans des roches diluées dans des roches difficiles à traiter. Donc le récupérable à faible coût reste limité. Et au fond, comme actuellement on utilise à peine 1% de cet uranium avec les réacteurs actuels, on utilise moins de 1%, même en comptant le recyclage du plutonium, c'est la seule raison pour laquelle on a un problème de disponibilité de l'uranium. Autrement dit, si on l'utilisait à 100%, le coût de récupération ne serait pas un problème. À partir de quand on n'utilise qu'à peine 1%, c'est évident que le coût de récupération devient un facteur non négligeable. Alors pour imaginer le fait qu'en changeant d'échelle, si avec l'uranium appauvri qu'on a actuellement entreposé en France, parce qu'on a dans les opérations d'enrichissement de l'uranium, dans les opérations de retraitement, on a des rejets d'uranium appauvri, et donc cet uranium appauvri, on l'entrepose en attente d'utilisation. Et il faut voir que si on brûle totalement cet uranium appauvri, celui qui est aujourd'hui dans les stocks en France, on a plus de 5000 ans de consommation électrique du pays. Donc ce n'est pas le problème de la disponibilité. La disponibilité uranium aujourd'hui n'est pas le problème, c'est la manière dont on l'utilise qui est le problème. Alors, ceci étant, bon, le problème n'est pas d'une urgence remarquable. Pour l'instant, le marché de l'uranium n'est pas tendu. Et il ne le restera pas tendu tant qu'il n'y aura pas réellement une forte reprise de la construction d'installations nucléaires. Donc, ce n'est pas aujourd'hui ce qui peut seul justifier un changement de technologie. Le second facteur qui est plus délicat, c'est l'accumulation du plutonium. En effet, un réacteur à eau comme ceux qu'on utilise aujourd'hui, 1000 MW électriques, génère chaque année environ 150 kg de plutonium. C'est dans l'uranium-138 qui est contenu, qui est effectivement transformé progressivement en plutonium. Donc ça fait quand même 9 tonnes pour le parc français, qu'on ramène en fait à 8 à travers l'opération de recyclage MOX. C'est-à-dire que le recyclage MOX permet d'éliminer, de limiter, disons, une partie de consommation d'uranium et en même temps une partie de la production de plutonium.
Donc le stock actuel, qui représente à peu près 200 tonnes, est inclus dans les combustibles MOX usés, qui sont entreposés dans les piscines de réacteurs d'abord, et puis ensuite dans les piscines de La Hague. Dans l'hypothèse du parc stabilisé autour de 60 gigawatts que j'évoquais tout à l'heure, ça veut dire que ce stock atteindra ou dépassera les 500 tonnes avant le milieu du siècle. Par ailleurs, dans le reste du monde, il se constitue de la même manière un stock par accumulation, et ce stock, il pourrait dépasser les 5000 tonnes avant 2050, et il est plus dilué puisque la plupart des pays, on ne fait pas l'opération de retraitement. Pour l'instant, la plupart des pays ont choisi une position d'attente, c'est-à-dire d'entreposer les combustibles uranium usés tels qu'ils sont. Et dans cette solution d'attente, effectivement, le stock est dilué dans tous ces combustibles usés qui sont entreposés soit dans des piscines, soit dans des stockages à sec. Ce plutonium, il faut absolument l'utiliser. Pourquoi ? D'abord parce que le stockage définitif de combustibles usés contenant des quantités importantes de plutonium, moi je le dis clairement, restera une solution marginale. Ça ne sera jamais accepté réellement. Ça restera une solution marginale. On ne voit aucun pays aujourd'hui, si ce n'est la Suède et la Finlande, mais qui, d'une part, le font sur des capacités beaucoup plus limitées, sur des petits volumes de combustible, et d'autre part, le font avec des grandes précautions de discours sur la possibilité de récupération, de recyclage, etc. Donc, ceci, effectivement, on a vu l'échec total de la politique américaine en la matière avec le renoncement définitif au stockage de Yucca Mountain. Donc tout ça fait que, finalement, cette solution de stockage définitif avec le plutonium paraît aujourd'hui pratiquement exclue, ou en tout cas très limitée. Par ailleurs, stocker définitivement le plutonium, c'est quand même le gâchis d'une ressource énergétique importante. Et c'est en plus une solution tout à fait contestable au plan de la sécurité, dans la mesure où, sur le long terme, on crée des mines de plutonium qui seront d'accès relativement facile, et où la récupération, finalement, ne serait pas forcément la meilleure chose que l'on puisse inventer. Alors, les autres solutions, quelles sont-elles ? Le multi-recyclage en réacteur à eau, c'est-à-dire continuer à recycler le plutonium dans les combustibles des réacteurs à eau. En fait, très vite, ça a un rendement faible, au-delà du premier cycle, quoi. On a un rendement très faible. Et par ailleurs, on crée de plus en plus des actinides mineurs, dont a parlé Carlo Rubbia tout à l'heure. Donc, on accumule encore des actinides mineurs supplémentaires. Donc, en fait, on ne règle rien du tout. Donc, la seule utilisation aujourd'hui efficace, c'est celle dans les réacteurs à neutrons rapides. Et comme par ailleurs, la surgénération permet de consommer tout l'uranium naturel à ce moment-là, il est évident que c'est la voie qui est apparue assez rapidement comme la voie d'avenir. Et quand je dis assez rapidement, c'était en fait au tout début de l'utilisation de l'énergie nucléaire. Alors le troisième problème de durabilité, c'est le problème de la gestion des déchets. Et là, le stockage définitif de déchets de haute activité, on rencontre partout dans le monde toujours une forte opposition qui reste quand même ciblée sur le comportement à très long terme. Bon, on peut dire que depuis 20 ans au moins, qu'on en fait la démonstration, quelle qu'en soit la qualité, les démonstrations techniques ne suffisent pas à convaincre. Réduire l'activité à long terme en brûlant les actinides est une solution qui passe relativement bien. On l'a vu au moment de l'élaboration de la loi de 2006. Ça a été un des arguments majeurs qui a permis effectivement de faire avancer le débat et d'arriver à un accord sur cette loi. Alors certains disent c'est insuffisant, il faudrait brûler aussi les produits de fission à long terme, etc. D'autres disent c'est du luxe, pourquoi on va faire ça, etc. Tout ça c'est bien gentil. Il n'y a pas à chercher une logique de mon point de vue. Encore une fois, ce n'est pas la logique technique ou la logique démonstration scientifique qui jouera, mais il faut sortir d'une impasse et on a une solution. Alors pourquoi utiliser les réacteurs à neutrons rapides pour brûler les actinides ? Je présente un peu différemment la démonstration qu'a faite Carlo Rubbia tout à l'heure. En fait, c'est toujours cette histoire de rapport fission-capture qui permet de montrer que finalement, si on prend n'importe lequel de ces isotopes, quand on est dans un réacteur à neutrons thermiques, en fait, on ne fait que des captures, donc on ne fait que transformer du plutonium 240 en plutonium 241, par exemple, alors que quand on est dans un réacteur rapide, évidemment, on le fissionne en majorité, et donc il disparaît sérieusement et on le remplace par des produits de fission qui, eux, sont effectivement avec des durées de vie beaucoup plus courtes. Donc ça, c'est la démonstration claire. Pour l'illustrer sous une autre forme, je me suis amusé, si on peut dire, à comparer les périodes radioactives de tous ces isotopes avec ce qu'on peut appeler une pseudo-période de RNR, c'est-à-dire si on les met dans un réacteur à neutrons rapides,
ils disparaissent progressivement, et finalement, au bout de combien de temps, la moitié a disparu. C'est la pseudo-période. Et donc, vous voyez que finalement, on remplace quand même des périodes qui sont dans toute la gamme de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'années, on les remplace par des périodes qui sont de l'ordre de quelques années, d'un petit nombre d'années, et ce n'est pas forcément, au niveau des calculs qui ont été pris pour ce tableau, ce n'est pas forcément la meilleure optimisation. Donc, à partir de là, la réflexion qui a été menée, en particulier au sein du Forum Génération 4, dès le départ, ça a été de dire, finalement, au fond, ce qui serait idéal, c'est d'arriver à faire un recyclage global des actinides. Alors, c'est tout à fait la même chose que le recyclage que vous avez présenté tout à l'heure pour les combustibles thorium, c'est-à-dire c'est le fait de dire, finalement, les combustibles usés qui sortent d'un réacteur, on les traite, on ne met aux déchets que les produits de fission, et puis tout le reste, tous les actinides repartent dans le combustible vers le réacteur. Ça a l'avantage de l'économie de ressources, mais encore une fois, l'économie de ressources, elle est liée pratiquement uniquement au fait qu'on recycle le plutonium, les autres, c'est accessoire. Par contre, c'est la minimisation des quantités et des radiotoxicités des déchets à long terme, et ça, c'est effectivement, c'est là que le fait de mettre les actinides mineurs dans le recyclage joue un rôle important. Et en plus, ça assure une bonne résistance à la prolifération. On ne peut pas totalement négliger ce problème de la discussion sur les risques de prolifération liés au recyclage du plutonium. Je sais bien qu'en France, on n'a pas la même sensibilité sur le sujet qu'aux États-Unis, mais enfin quand même, je crois qu'on est obligé de regarder ça sérieusement. Et pour le regarder sérieusement, il faut bien voir que la solution qu'on utilise aujourd'hui, qui consiste à séparer les produits et puis à les remélanger pour faire le bon dosage, c'est une solution qui est effectivement très bonne au plan technique, mais qui n'est pas effectivement ce qui est souhaitable au plan de la résistance aux risques sécuritaires, c'est-à-dire que ce soit la prolifération, le terrorisme ou d'autres, le fait que certains puissent s'approprier ces produits-là de manière, pour un usage, disons, tout à fait discutable. Donc en fait, là, on assure une résistance à la prolifération dans la mesure où le recyclage des actinides dans le combustible fait que le combustible est toujours actif. Et donc l'activité du combustible, c'est déjà ce qui fait qu'aujourd'hui, les combustibles usés, on ne se pose pas trop de problèmes de risque de prolifération, parce qu'effectivement, les manipuler est pratiquement impossible. C'est nécessite des installations très importantes, donc il n'y a pas de risque que ce soit fait de manière accessoire ou de manière pirate. Et donc, en faisant la même chose pour les combustibles neufs, pour les combustibles recyclés du moins, eh bien, on assure le même type de protection. Ce qui revient à dire que pour ce recyclage des globales des actinides, les spécifications sont relativement claires. C'est d'abord pas de séparation d'éléments purs, en particulier le plutonium, mais pas uniquement le plutonium, parce que c'est pas mieux de séparer le plutonium ou le proactinium. Donc pas de séparation d'éléments purs. Très faible quantité résiduelle d'actinides dans les déchets ultimes. Et puis, chaque fois qu'on reprend les actinides pour les recycler réellement dans un réacteur où on peut les faire disparaître par fission. Alors à partir de là, les modèles retenus pour la 4e génération, à la base, en majorité, ce sont des réacteurs à neutrons rapides qui vont différer par la technologie. Pourquoi ? D'abord parce que donc, la démonstration que j'ai essayé de faire rapidement, c'est que finalement, il faut passer par les réacteurs à neutrons rapides pour en sortir de ce problème de durabilité du nucléaire. Différent par la technologie parce que, comme l'a rappelé là aussi le professeur Roubial tout à l'heure, on avait choisi le sodium dès le départ pour les réacteurs à neutrons rapides. C'est un choix qui reste au plan technique un choix excellent, mais une fois de plus, on ne peut pas s'en tenir totalement à des choix purement sur des bases techniques. Il faut avoir les éléments techniques correspondants, il faut avoir les réponses aux questions scientifiques et aux questions de sûreté, mais il faut aussi prendre en compte d'autres aspects, des aspects d'acceptabilité, des aspects de risque mode commun, etc. Donc l'idée, c'est de dire, finalement, à côté du réacteur sodium, il faut se préparer à développer un ou deux autres modèles. Bon, on a évoqué tout à l'heure le plomb ou le plomb bismuth. Il y a aussi le réacteur rapide refroidi avec un gaz, avec de l'hélium, qui peut être une bonne solution parce qu'on peut monter plus en température. Bon, tout ça, c'est donc des choses à préparer. Et ce que je dis simplement ici, et on va l'illustrer avec la conférence de Christophe Béard après, mais le RNR sodium est le mieux placé pour des réalisations industrielles avant 2050. Donc c'est bien sûr là-dessus que sont partis tous les pays aujourd'hui pour faire des démonstrations, des réalisations permettant effectivement d'avancer. Ceci dit, il faut continuer sur le reste et la coopération internationale est finalement le bon moyen de continuer de travailler sur les autres technologies dont aucune, je le dis clairement, aucune n'a toutes les qualités. Je peux vous faire la liste des qualités et des défauts de chacune d'entre elles. Ils ont pratiquement le même nombre de qualités et de défauts chacune.
Et par contre, elles peuvent constituer de solides alternatives moyennant les précautions nécessaires. Donc la mise au point des procédés, la conception des installations du cycle, associée à ça, il faut effectivement que ça fasse aussi l'objet d'un sérieux effort de recherche et développement. Donc en conclusion, si vous voulez, moi je dirais que aujourd'hui on a effectivement un développement de réacteurs de 4e génération qui va se faire progressivement, mais qui se fait en tout cas dans une logique de coopération internationale et en ayant pris le temps cette fois de revoir complètement les technologies. Ceci étant, il faut en regarder deux aspects importants. Le premier, c'est la démonstration nécessaire. Il faut montrer pourquoi, par exemple, faut-il refaire de la recherche et développement ou refaire des démonstrations sur les réacteurs rapides au sodium alors qu'on a construit Phénix, Super Phénix, qu'on a exploité ça, etc. Tout simplement parce que, effectivement, l'expérience qu'on en a acquise a montré qu'il y avait des progrès à faire, au moins sur deux facteurs. Le premier, c'était l'économie. C'était trop cher, tel qu'on l'avait à l'époque. Le second, c'est la sûreté, puisqu'on a fait des progrès entre-temps sur la sûreté. Heureusement, on a fait des progrès sur la sûreté des réacteurs à eau, on a fait des progrès sur la sûreté de tous les éléments. Donc, il faut aussi avoir le même niveau de sûreté disponible pour ces réacteurs à neutrons rapides. Donc, on a besoin de faire ça. Par contre, il ne faut pas effectivement attendre trop longtemps parce que la croissance du stock de combustible MOX usé est quand même un problème sérieux qui doit nous conduire à réfléchir à remplacer au moins une partie des parcs actuels par des réacteurs à neutrons rapides. Et de ce point de vue-là, il est urgent en particulier de préparer le renouvellement des installations du cycle puisque, effectivement, ça nécessitera des évolutions assez fortes dans ce domaine-là également. Enfin, moi, je crois que l'objectif du recyclage intégral des actinides, qui est ambitieux, certes, mais dont le double enjeu est important, d'une part, une gestion mieux acceptée des déchets, et d'autre part, une lutte efficace contre les risques de prolifération, je pense que ces deux aspects méritent de considérer cet objectif en priorité. Donc, je n'ai pas parlé des autres réacteurs de 4e génération, c'est-à-dire finalement la recherche de haute température pour répondre aux besoins que j'exprimais tout à l'heure sur la production d'hydrogène ou sur le dessalement de l'eau de mer. Bon, disons que c'est un autre aspect qu'on pourra développer une autre occasion. Merci.